Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 20 juin, à la une de votre journal, Daniel Zaidani tire à boulet rouge. La recrudescence de la violence sur l'île, la piste longue ou encore le mouvement de grève du SDIS. L'ancien président du conseil départemental est inquiet, car si une réflexion générale est à mener pour essayer d'améliorer la situation, Daniel Zaidani pointe surtout du doigt les élus à qui il reproche de ne pas prendre assez de risques. Un sujet signé Jaïdi Maolida, au montage, Leslie Vumenet. Daniel Zaidani n'a pas sa langue dans sa poche. Il l'a encore démontré ce matin en balayant l'actualité récente, à commencer par les violences perpétrées ces dernières semaines dans les établissements scolaires. Pour lui, les autorités ont trop souvent tendance à se projeter sur le court terme. Je crois que malgré le contexte connu de Mayotte, les mesures adéquates de sécurisation des établissements publics ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je crois que dès qu'il y a une petite accalmie, je pense qu'il faut arrêter de crier victoire et de continuer le processus nécessaire pour garantir finalement que nos enfants aillent à l'école tranquillement. On se satisfait trop de petites victoires pour annoncer des résultats. Soucieux de la sécurité des élèves, il a fait quelques propositions pour améliorer les conditions de ces derniers, tout en égratignant les élus en place par la même occasion. Les promesses électorales sont passées, on doit maintenant passer à l'acte. L'acte, c'est suffisamment déjà de forces policières sur le terrain pour pouvoir agir de manière continue et partout sur le territoire. Il est nécessaire aujourd'hui que les établissements scolaires soient munis de dispositifs qui permettent le contrôle effectif des sacs, c'est-à-dire peut-être les portiques, comme on peut le voir dans certains établissements. L'ancien président du conseil départemental a également tenu à répondre aux propos de Ramlati Ali, qui a émis des doutes quant à la réalisation de la piste longue au motif de l'enfoncement de l'île provoqué par le volcan. Le dugong, le volcan, ce ne sont pas des freins, ce sont des éléments qui doivent être pris en considération dans la réalisation du projet. Oui. Si on a un problème, si nous avons un problème d'enfoncement, ça veut dire qu'il va falloir construire avec des pieux qui aillent jusqu'à la roche. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ouais. Tout simplement. C'est une question de coût et de technologie qu'il va falloir mettre en œuvre. Le conseiller départemental de Pamandzi a aussi réagi sur la grève des pompiers du SDIS et encourage ces derniers à poursuivre leur mouvement. Je les comprends. Ils ont raison. Et ceux qui ont tort dans cette affaire, ce sont les décideurs qui ont été choisis par la population. Ces décideurs sont dans l'erreur. Ils écoutent la Chambre régionale des comptes, mais ils ne veulent pas écouter le combat pour lequel nous avons été élus. Pour Daniel Zaidani, tout est une question de volonté. Il estime que le rattrapage socio-économique de l'île a un coût et que pour y arriver, il faudra forcément y mettre le prix. Lorsqu'on a des objectifs à atteindre, et nous, c'est la départementalisation pleine et entière, eh ben, la départementalisation, elle a un coût. Le conseil général doit payer, les maires doivent payer, et les élus, c'est-à-dire les décideurs, doivent défendre ces dossiers partout où ils peuvent le faire. L'ancien président du conseil départemental a répété à maintes reprises la nécessité pour Mayotte de se doter d'une piste longue. Espérons que les déclarations de Ramlati Ali ne soient pas un mauvais présage à quelques mois de la visite du président de la République sur le territoire. Et en 2010, les États membres de l'Union européenne ont adopté la stratégie Europe 2020. Depuis, toutes les politiques européennes doivent participer à cette stratégie avec un budget de 960 milliards d'euros alloués pour la période 2014-2020. Aujourd'hui, le comité régional de suivi s'est réuni en séance plénière pour dresser le bilan des programmes et fonds européens alloués à Mayotte. Alors le territoire s'avère-t-il performant en termes de développement de projets ainsi que de saisie de crédits? De quelles enveloppes budgétaires pourrait-il bénéficier? Un sujet signé Marion Tellier. À Mayotte, l'ensemble des programmes et fonds européens prévus par la stratégie Europe 2020 s'élève à près de 332 millions d'euros, des fonds destinés au développement de l'île par le biais notamment de projets d'aménagement, de formation, d'insertion professionnelle ou encore de développement de filières économiques. Chaque année, une vérification de la régularité des programmes est établie par la Commission européenne. Si elle constate d'importants retards quant à l'utilisation des fonds alloués, elle peut décider de supprimer l'allocation en question. Mayotte peine à organiser la saisie de ces fonds, mais se maintient malgré tout près de la moyenne nationale. On a réussi à se repositionner
au travers des échanges que nous avions aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des projets qui existaient, qui vont nous permettre de continuer à augmenter cette consommation des crédits européens. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, il faut continuer à travailler, parce qu'il y a déjà des projets qui se sont concrétisés ici à Mayotte. Les barges, ça a été payé en grande partie par les crédits européens. Des crédits en matière de formation sont utilisés d'ores et déjà. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui montrent la concrétisation de ce qu'est l'Europe ici à Mayotte. Ces fonds sont répartis sur différentes enveloppes, comme celle de la FSE, le Fonds social européen. 62 millions d'euros sont alloués à ce programme. Le bilan qui lui est dressé atteste d'un retard traduit par une incapacité à atteindre le cadre de performance sur la majorité des axes qu'il comprend. Le FEDER représente quant à lui une enveloppe de 148 millions d'euros. Ce programme opérationnel qui prévoit le développement des énergies renouvelables ou encore la création d'emplois affiche cette année un bilan relativement positif. La première étape de programmation se passe bien. Maintenant, il faut que les projets génèrent des dépenses et que l'exécution financière du programme soit elle aussi bonne. Là, malheureusement, on n'y est pas encore. C'est le signe d'un démarrage un peu tardif du programme, essentiellement, et aussi de certains projets qui ont des difficultés à être mis en œuvre, par exemple le port de Mayotte, qui est une infrastructure essentielle pour le territoire, mais qui tarde à se mettre en place. Une infrastructure essentielle qui ne voit pas émerger ces projets, notamment d'aménagement des quais, en raison du non-respect de la réglementation bruxelloise concernant l'ouverture à la concurrence pour la mise en œuvre des travaux. À ce jour, les 5,5 millions d'euros d'enveloppe destinés au port sont donc bloqués, une allocation qui pourrait à terme être supprimée. Des besoins majeurs ont durant la réunion de ce matin été définis pour faciliter la saisie des crédits sur le territoire, tels que l'accompagnement rapproché des petits porteurs de projets, l'aide au financement ou encore la structuration des projets. J-1 avant la fête de la musique. Pour la seconde année consécutive, le conseil départemental et plusieurs mairies ont mis le paquet pour célébrer l'événement. En 2019, la part belle sera faite aux musiciens et autres chanteurs amateurs. En effet, créée en 1982 par Jacques Lang, cette fête doit mettre en avant toutes les musiques. Je vous propose d'écouter Mohamed El Kabir, le directeur de l'Office culturel départemental, lors de la matinale de Kwezi. Ce qui est offert demain, c'est permettre à ces jeunes talents qui naissent de leur donner les conditions d'un grand concert, puisque, comme vous le savez, on ne pourra pas tous les inscrire dans les grands festivals qui se font sur le territoire. Aujourd'hui, la fête de la musique, elle est, fêtée globalement et souvent, en tout cas en majorité, dans les cafés, en privé. Mais il n'y a pas la possibilité de dire à un jeune ou à un professionnel qui a envie de montrer quelque chose, la possibilité de s'implanter quelque part. C'est ce que essaie de faire l'Office culturel départemental. C'est un moment important pour pour le public de voir les nouveaux talents, deux, pour les jeunes talents qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de s'exposer, en tout cas de produire ce qu'ils ont pendant longtemps à domicile réalisé, la possibilité de le présenter devant un public avec les conditions, bien sûr, de sécurité pour qu'ils puissent passer une soirée sereine et de convivialité. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mohamed Abdouham ici, le vice-président de l'OCD, l'Office culturel départemental. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. J'aimerais avec vous, on va parler bien sûr de la fête de la musique, j'aimerais avec vous revenir un peu sur l'historique à Mayotte. Comment ça s'est passé? On sait que c'est une fête qui a été créée dans les années 80. Comment ça s'est passé au fur et à mesure du temps? Et comment cette fête, elle s'est un peu installée dans le paysage local? Alors, le directeur l'a si bien expliqué, créé vers les années 82, par Jacques Lang, à l'époque du gouvernement ministre. de Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Oui. La première édition a eu lieu à Mayotte en 1983. Tout comme dans la plupart des départements d'outre-mer, dans les territoires. Et donc, petit à petit, la fête a fait son ascension. Ça a mis du temps, quand même. Ça a mis du temps. Mais au fil du temps, nous qui étions du côté de Mamoudzou, on a pu profiter quand même de cette fête.
Et ça n'a pas... Quelques années plus tard, il y a eu un grand partenariat entre l'ancien CMAC, le Centre maorais d'animation culturelle, et à l'époque RFO, aujourd'hui Mayotte Première. Et donc, comme ça a été diffusé en direct, ça boostait un peu quand même les envies des associations, parce qu'on le présentait sous forme de thématique. Tantôt, c'était des musiciens avec les guitares, jouant des guitares, comment dire, des instruments modernes. Tantôt, c'était avec complètement le traditionnel. Tantôt, c'était des mélanges, tantôt, etc. Ça a démocratisé pour le grand public. Et donc, on voyait l'engouement des jeunes dans les villages. Et au fil des années, on l'a démocratisé, comme vous le dites. On pouvait aussi le trouver organisé dans les villages éloignés de Mamoudzou, dans les bars, dans les cafés, etc., etc. Et ce qui était un peu marquant, c'est qu'à chaque fois, on choisissait un lieu qui devenait le village de la fête de la musique. Et là, on faisait venir une artiste une grosse pointure de la région, qui était, comment dirais-je, la tête d'affiche de chacune des éditions. Alors là, aujourd'hui, vous avez voulu faire les choses en plus grand encore, quelque chose au niveau départemental, non plus village par village ou commune par commune. Vous avez voulu créer quelque chose de plus important. Ça fait 2 ans que vous créez une fête de la musique, un événement avec, l'année dernière, on se souvient, il y avait Bandrabois, Chiconi, Mamoudzou. Cette année, il y aura Kanikeli, Chiconi et Mamoudzou, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact, oui. Donc voilà, 3 sites. Vous attendez beaucoup de... Pourquoi avoir voulu faire développer et mettre aussi des moyens? Parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés aujourd'hui qu'ont les gens pour se déplacer et venir à masse à Mamoudzou. Donc aussi du côté du sud, le Kanikeli, qui est une, je pense que qui est une des localités qui a choisi, qui a accueilli la première grande fête de musique à l'époque. C'est pas un hasard. Donc c'est aussi rendre à... C'est un retour aux sources. Voilà, exactement. Chiconi, ils ont trouvé un slogan. Ça s'appelle aussi la capitale de l'ambiance. Donc effectivement, c'est pour retrouver cette ambiance qui battait un peu de l'aile, voilà. Avec aussi ce stade qui accueille souvent des concerts et des événements importants. Exactement, on connaît Chiconi avec son festival Milatika, etc., etc. Donc il faut relancer cela parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un moment de flottement, il y a eu quelques années où la fête de la musique n'a pas eu lieu. Et donc pour relancer aujourd'hui la machine, avec tous les moyens que le département est en train de mettre en place à l'OCD, il faut aiguiser les envies des uns des autres, des communes, les différentes localités en tout cas, pour que tout le monde se retrouve dans cette fête qui doit être et continuer qui est une fête nationale, une fête avec des particularités locales, parce que là on va avoir aussi des musiques mahoraises qui vont avec la culture aussi qui va s'exprimer demain. Mais c'est sûr, il fut un moment où la musique, si beaucoup d'associations ont pu s'exprimer, ont connu un niveau assez élevé, c'est aussi grâce à la fête de la musique. J'ai fait allusion à des groupes comme le groupe de Kanikel, justement le gros folk de Kanikel, le combat culture de Kombani, le Kinga folk, etc., etc. Et donc, couplé du festival, le film à l'époque, le festival intermusique, ensuite interculturel de Mayotte, c'était quand même des événements incontournables auxquels tous les artistes, toutes les associations, tous les villages voulaient se représenter dans ces événements.
on en sait un peu plus aujourd'hui sur l'organisation parce que les inscriptions se sont arrêtées aujourd'hui à midi. Comment ça va s'organiser? Est-ce que vous avez eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de groupes pour ces scènes libres auxquelles le public va pouvoir participer dès demain dans les différents sites qui ont été choisis par le conseil départemental? Il faut savoir qu'on l'information, on ne communique jamais assez. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir à la dernière minute pour vous dire qu'ils n'ont pas été au courant. Donc ils veulent s'inscrire. Mais à un moment, il faut savoir finir du travail. Il faut, ça demande beaucoup d'organisation aussi. Voilà, il faut beaucoup d'organisation. Et en ce moment, comment dirais-je, à l'heure, on est soumis à respecter certaines... une horaire, il y a des limites. À l'époque, la fête de la musique, on prenait tout le monde. Si la fête pouvait aller jusqu'à 3 heures du matin, ce n'était pas un souci. Aujourd'hui, la réglementation veut qu'à une certaine heure, on s'arrête. Et donc, si vous permettez d'inscrire plus de 20 artistes, 20 demandes, vous ne pouvez pas. Donc, il y a eu un nombre limité. Et donc, ce nombre a été atteint. On s'arrête là, on va se contenter de ceux qui se sont inscrits, se sont exprimés en premier. Demain, ça va être une grande fête. Il y aura une émission spéciale d'ailleurs sur Coésie à partir de 17h. Vous allez inscrire cet événement, l'amplifier dans les prochaines années. C'est aussi ça l'objectif. C'est une première étape, il y a eu l'année dernière, il y a eu cette année, ça sera encore plus important cette année, et pourquoi pas dans le futur l'inscrire à l'instar d'autres événements culturels qui sont en train de s'inscrire. On sait aussi que la culture, c'est l'une des priorités de la majorité en place, et notamment du président du conseil départemental. Absolument, il veut faire de la culture son cheval de bataille. C'est aussi un moyen de lutte contre l'oisiveté, contre peut-être le dérapage, pour ne pas dire la délinquance. C'est donner, comment dirais-je, un espace à la jeunesse de s'exprimer. Et effectivement, on est en train de réfléchir comment peut-on l'étendre dans les coins les plus reculés de l'île. Si dans les petits villages on peut, sans forcément, comment dirais-je, le diffuser dans les plus grands médias, à 2-3 personnes, on se fait la fête de la musique, eh bien tant mieux. Voilà, comme ça peut-être ça éviterait de dérapage de certaines personnes à aller commettre des erreurs. Donc effectivement, on est conscient que la culture, on vit avec, on consomme de la culture, il faut encadrer, il faut que ce soit aussi un des éléments effectivement qui accompagne le développement de la jeunesse. Un dernier mot avant de nous quitter, on rappelle le début des festivités. Les horaires? Alors, ici à Mamoudzou, ça va démarrer demain à partir de 18h. 18h, donc sur le terre-plein de Mtsapéré. C'est exact. Alors voilà, les gens avaient l'habitude de venir du côté de Mamoudzou. Non, c'est fini. Ce n'est plus du côté de Mamoudzou, c'est au remblai de Mtsapéré, à l'endroit où, dénommé aujourd'hui, le terre-plein de foire, en tout cas là où il y a eu le foire Ramadan notamment. Foire Ramadan. Et à Kanikeli, c'est à partir de 17h. 1 heure avant. Voilà. On sera en direct depuis Kanikeli notamment. Exactement, merci. Enfin, à Chikoni, sur le stade de Chikoni, effectivement, à partir de 18h, on va lancer la machine à Chikoni. Je rappelle que pour Chikoni, 17 groupes se sont inscrits, vont se produire sur la scène de Chikoni, la capitale de l'ambiance. En 21 groupes se sont inscrits à Kanibé. Et ici à Mamoudzou, nous avons 9 groupes. 9 groupes se sont inscrits. Allez voir une dizaine de groupes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mohamed Abdou Amissi. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Office culturel départemental. Rendez-vous demain pour cette grande fête de la musique. Merci. Inch'Allah, c'est moi qui vous remercie. Le collectif des citoyens de Mayotte qui réclame la démission du procureur, la polémique autour de la Crimée ou encore une moustiquaire révolutionnaire. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 20 juin.
Le collectif des citoyens de Mayotte a vivement réagi suite aux violences qui se sont déroulées à Passamenti. Sa présidente Estelle Youssoufa demande le départ du procureur Camille Miansoni car cela révèle, je cite, la détérioration de la situation sécuritaire sur notre île du laxisme du procureur de la République à Mayotte. Le collectif et ses membres exigent donc des sanctions administratives et la mutation immédiate du procureur qui, selon eux, a failli à sa mission. Pour appuyer sa demande, le collectif revient sur la remise en liberté du chef de la bande en avril dernier, malgré les éléments confirmant que cet individu est une menace pour la société et l'ordre public. Ils auraient souhaité que Camille Miansoni fasse appel de la décision du juge des libertés qui a remis Azad dans nos rues. Pour conclure, le collectif affirme que la population mahoraise ne peut continuer à vivre dans la terreur en sachant que des jeunes suspectés d'avoir commis des actes de barbarie et affichant l'ambition de faire régner le chaos sur notre île sont laissés en liberté. En 2014, la Russie de Vladimir Poutine a annexé la Crimée au territoire national russe à la suite d'un référendum non reconnu par la communauté internationale. Le 18 mars dernier, Vladimir Poutine s'est rendu dans la péninsule de Crimée pour participer aux célébrations de l'anniversaire de la réunification. Il y a quelques jours, le président ukrainien a pour sa part été reçu par le président français qui a rappelé que la France ne reconnaissait pas l'annexion de la Crimée par la Russie. Le ministre des Affaires étrangères a répondu que la situation de Mayotte était identique à celle de la Crimée, mais que le référendum mahorais datait, lui, de 2009. Au-delà de l'inexactitude de cette date, les 4 îles de l'archipel des Comores n'ont jamais constitué un État. Néanmoins, cette déclaration n'a rien d'étonnant puisque Moroni s'est rapproché de Moscou et a développé des partenariats nombreux, notamment dans le domaine de l'enseignement. À l'heure où la fièvre de la vallée du Rift et la dengue sévissent à Mayotte, l'entreprise GoCap, basée à Bordeaux, a inventé une moustiquaire révolutionnaire. Elle est composée de feuilles de plastique dans lesquelles sont percés des trous calibrés et ultra efficaces contre les moustiques. Son nom, la Maustiglas, son efficacité a été validée par l'Institut de recherche pour le développement, organisme accrédité par l'Organisation mondiale de la santé. GoCap propose diverses moustiquaires, souples ou rigides. La première peut se substituer aux moustiquaires traditionnelles. La seconde, à l'épaisseur la plus grande, est plus rigide, ultra résistante au choc et peut être installée à une vitre ou une fenêtre. L'invention va même encore plus loin puisque ces moustiquaires du futur permettent également un rafraîchissement de la pièce quand l'air passe dans les trous. L'heure est actuellement en discussion avec la CIM alors que la société GoCap travaille déjà avec l'ARS Mayotte. Et ce matin, l'association des naturalistes a signé une convention avec le vice-rectorat. En partenariat avec l'AFD, l'ARS et l'ADEME, cette convention va mettre en place des ateliers au sein des écoles et permettre d'organiser des interventions dans plus de 300 classes. Ce n'est pas moins de 9000 élèves qui vont pouvoir en apprendre plus sur l'environnement et l'importance de la protection de la mangrove, si précieuse pour notre île. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce matin a été signée une convention entre le vice-rectorat et l'association des naturalistes. En partenariat avec l'AFD, l'ARS et l'ADEME, cette signature va permettre de mettre en place des interventions des naturalistes dans près de 300 classes volontaires. Une partie écologie et protection de la mangrove sera rajoutée au programme, une convention attendue depuis longtemps par les naturalistes. Cette convention est une convention de partenariat avec donc plusieurs opérateurs, plusieurs agences sur le territoire et l'association donc des naturalistes qui est implantée et bien connue à Mayotte. Donc c'est un partenariat actif de financement et en même temps de collaboration pédagogique aux fins évidemment des objectifs qui sont définis dans la convention. Des objectifs qui vont permettre de sensibiliser la jeunesse mahoraise à l'écologie et la protection de l'environnement. Ce que nous souhaitons, c'est bien entendu semer toujours des petites graines donc auprès des 9000 élèves et des 300 classes qui seront impliquées dans cette opération pour effectivement sensibiliser à la fois les enfants et leurs parents à l'écosystème des mangroves qui est emblématique de Mayotte et qui doit être défendu compte tenu de son rôle donc de protection à la fois de la terre et de la mer. Et donc nous voulons faire œuvre à la fois d'apprentissage, bien entendu, de sensibilisation sur ces espaces publics qui sont à protéger dans le cadre de la Charte de l'environnement de 2005 notamment. Cette charte a été instaurée pour que le gouvernement prenne en compte l'environnement dans ses choix et actions, une convention dont se félicitent les naturalistes. Il était urgent de mettre plusieurs partenaires autour de la table pour essayer de trouver le meilleur moyen de sensibiliser les enfants, qui sont l'avenir de l'île, et par le biais des enfants, les parents, donc la population locale. Cette convention va, espérons-le, faire évoluer les mentalités sur l'écologie et permettre de protéger Mère Nature.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.